Et mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Radio Cabot, ici Hugo Pérez pour Hugo Dogs, et pour ce soir dans l'émission de Radio Cabot, Le Flair des Pros, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Labernade. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et tous. Donc comme d'habitude, on va faire un petit check son, un petit check dans le chat aussi, savoir si on reçoit bien tous vos messages. Ce soir on va parler avec Jean-Claude éducation, OB Jump également, et puis peut-être même tous les autres sujets qui peuvent toucher le monde du chien. Donc voilà, je vous encourage évidemment à partager ce live. On va attendre que tout le monde arrive correctement, et puis pour une fois on démarre plutôt à l'heure, ce qui est assez sympa. Donc on a bien le bonsoir de Annie, impeccable. Ok, le son est impeccable. Ben oui, Valérie, on s'améliore de semaine en semaine. Hein. Ah, Valérie. Ça progresse. Hein. Salut Romain qui est passé d'ailleurs cet été. Ok, impeccable. Bon, donc normalement Jean-Claude devait avoir le chat en direct, mais comme d'habitude sur ce coup-là, par contre, je me suis pas amélioré encore. Donc dans l'idée, voilà, il n'aura pas forcément tous vos messages. Moi, je vais en prendre évidemment parce que j'ai un retour de mon côté. Mais voilà, donc n'hésitez pas à insister un petit peu si besoin, il n'y a pas de souci. Bonsoir à Chris, bonsoir tout le monde. Et donc voilà, je prendrai vos questions, mais effectivement, l'invité pour le coup n'aura pas forcément toutes vos questions disponibles. C'est quelque chose que je vais modifier plus tard pour être sûr d'avoir tout le chat, mais voilà, ça vient petit à petit. Super, au niveau son on est impeccable. Et bien écoute, je peux te proposer de démarrer cet entretien, Jean-Claude, avec une petite présentation, savoir qui tu es, ce que tu fais, où tu es et tout ça, quoi. Quelque chose d'assez succinct pour qu'on cerne un peu le personnage. D'accord. Donc oui, ben, Jean-Claude Labernade, éducateur canin depuis les années 90, quand même déjà, ça passe. Effectivement, je suis passé par le sport canin en général, c'est-à-dire agility, aussi beaucoup de rings français, de rings belges en tant qu'homme d'attaque. J'ai aussi été formateur maître chien de sécurité et voilà, après beaucoup de sports, de compétition aussi. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je suis un petit peu un touche-à-tout du métier canin. Donc, j'ai à la fois été dans le sport, du côté sportif, mais à la fois dans mon métier, j'ai toujours été plus ou moins dans le chien. D'accord. Tu étais du côté de Toulouse pour les gens qui voudraient te retrouver. Voilà, c'est ça. À la base, au départ, j'ai eu un centre canin qui s'appelait La Patte Blanche à l'Union, à côté de Toulouse. Un second encore dans le 31. Et là, aujourd'hui, c'est mon troisième ici, à l'Île-en-Dodon, un petit village où j'ai recréé une activité en tant qu'éducateur canin. À travers, bien sûr, l'OB Jump et l'OB Flair, voilà. Ok, impeccable. Peut-être qu'on peut tout de suite rentrer dans ce sujet-là d'OB Jump et d'OB Flair. C'est une discipline donc que tu as construite, hein, c'est quelque chose qui est de ta production, on va dire. Est-ce que tu peux faire une vue un petit peu globale de ce que c'est, et puis après on reviendra plutôt peut-être sur le pourquoi du comment tu as fait ça, et comment te sont venues les idées, etc. etc. Simplement expliquer dans un premier temps en quoi ça consiste comme activité. En fait, l'OB Jump, c'est un mélange de plusieurs disciplines que j'ai pratiquées moi-même. Hein. Comme je disais tout à l'heure, aussi bien l'agility, aussi bien on y retrouve de l'obéissance, du moins de l'éducation, on y retrouve un petit peu de tout, puisqu'on fait beaucoup de diversion, de choses comme ça. Et à la base, j'ai créé cette discipline pour monsieur et madame tout le monde, puisque je pense qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de disciplines sportives canines qui n'étaient pas toujours simples et faciles pour les gens qui n'ont pas le niveau. Et pour moi, là, en fait, OB Jump, c'est un peu la vie de tous les jours, mais améliorée d'une certaine manière. Quoi. En gros, c'était ça mon but à la base, que monsieur et madame tout le monde, que ce soit du chihuahua au dog allemand, on puisse d'abord, dans un premier temps, en loisir, s'amuser avec son chien, et aussi et surtout que ça serve à quelque chose. Parce que s'amuser, c'est bien, mais il faut surtout que ça serve à quelque chose, il faut que ça serve à la vie de tous les jours. Et je pense avoir plus ou moins réussi la chose, puisque aujourd'hui, même certains professionnels font appel à mes formations pour justement se compléter dans leur domaine. Chose qui n'existait pas il y a encore 4 ou 5 ans, hein, puisque c'est assez récent.
c'était au départ très loisir, après c'est devenu une compétition, parce qu'il y a aussi un côté compétitif. Moi, je suis quand même un compétiteur dans le Pardon. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est à la fois une discipline, à la fois une méthode de travail, quoi, qui peut servir à tout le monde, dans tous les sens du terme. D'accord. Et donc, t'as bien encadré un petit peu la sémantique, dans le sens où le terme OB Jump est déposé, quelque chose comme ça, tu m'avais dit, il me semble. Oui, effectivement, c'est déposé à l'INPI. Après, on ne peut pas le faire breveter parce que, bon, pour plein de raisons. Parce que déjà financièrement, c'est pas évident, et puis ça rentre pas dans un cadre brevetable, malheureusement. Mais enfin, le nom est déposé à l'INPI, donc voilà, c'est. Et puis aujourd'hui, bon, les gens qui me connaissent, ils savent que je fais des formations, ils savent que. Et je fais ça justement pour que ça reste sérieux, que tout le monde ne fasse pas de low jump dans son coin sans savoir quoi faire non plus, parce que j'ai vu de tout et de rien. Hein. Je vois des gens qui pratiquent entre guillemets ou qui copient certaines choses et parfois ça ressemble à tout et même à rien, quoi, souvent d'ailleurs. D'accord. Donc aujourd'hui, j'essaie d'encadrer au maximum, je dirais, soit les professionnels d'un côté, mais aussi les amateurs, puisque aujourd'hui on a l'association française de jump qui gère la discipline en France et même à l'étranger, pour ceux qui nous font venir. D'accord. Donc aussi ce statut associatif qui est intéressant effectivement. Voilà, il y a les deux casquettes en fait. Hein. Il y a le côté associatif, et moi comme je suis professionnel, j'ai aussi fait en sorte que les professionnels puissent en bénéficier, quoi. Ouais. Ok, se retrouver autour des mêmes idées que prône l'OB Jump, que mettre en valeur l'OB Jump. Oui, voilà, en adaptant, je dirais, les techniques et les méthodes de manière à ce que ça leur serve dans leur profession en fonction des besoins de leurs clients, quoi. C'est tout ça qui est important. Ouais. La visée de la discipline est avant tout un complément d'éducation, on va dire, un support. La base, c'est déjà l'éducation de base, c'est-à-dire apprendre aux gens à avoir un chien qui morphe au pied, qui revient au rappel, etc., etc. Et ensuite, nous, l'OB Jump intervient au niveau des stimuli. Je dirais, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des stimuli qui sont imprévus. Donc, le but, c'est de travailler ça, c'est d'arriver à avoir un chien qui écoute sur un terrain, c'est bien, mais c'est surtout dans la vie qu'on a besoin de l'avoir. Hein. Ouais. C'est pas uniquement sur un terrain de concours, etc. Hein. Comme je dis souvent, c'est deux choses différentes, mais qui peuvent se rejoindre. Un bon chien de concours peut être un bon chien de vie de famille et un bon chien de la vie de tous les jours. Donc il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas faire les deux. Et moi, c'était ça aussi mon but. Alors que dans d'autres disciplines, j'ai remarqué très souvent qu'il y a des chiens qui sont faits pour des disciplines, et en dehors de ça, le chien, dans la vie de tous les jours, il ne reproduit pas ce qu'il fait sur un terrain. Ce qui est très dommageable. Enfin, le but pour moi de faire du sport, c'est aussi de pouvoir s'en servir dans la vie de tous les jours. C'est même le plus important, quoi. Oui, tout à fait. Et pour donner une petite idée un peu concrète et précise aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais décrire je sais pas si tu appelles ça un parcours ou une épreuve de OB Jump, on va dire, pour donner quelques exemples d'obstacles, d'exercices, quoi. Pardon. En termes d'exercices, on travaille quoi? On travaille les marches au pied déjà, donc avec ou sans laisse. Alors une marche au pied, elle peut être avec ou sans diversion, elle peut être des diversions, mais ça peut être avec des humains, ça peut être avec des jouets, ça peut être avec tout et rien, ça peut être. On fait aussi ce que l'on appelle des scènes théâtrales, quoi, comme dans la vie de tous les jours. Tu marches avec ton chien au pied, et puis tout d'un coup tu rencontres, je sais pas moi, un groupe de 5 ou 6 personnes, dont un qui joue au ballon, voilà, il faut vraiment être très créatif pour reproduire des scènes qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Donc même à ce niveau-là, on travaille même aussi des chiens qui peuvent être réactifs, des chiens qui peuvent avoir des soucis divers. C'est vraiment, c'est indéfini, quoi. Je veux dire, il y a tout à travailler. Enfin, le jump pour ça peut énormément servir dès l'instant où les éducateurs ou les gens qui pratiquent auront des idées qui vont leur servir à eux. C'est pour ça que aujourd'hui, je dirais que les éducateurs en place, qu'ils soient amateurs ou professionnels, s'approprient le jump à leur manière. Dès l'instant où ça reste dans un cadre, je dirais, ludique, dans un cadre d'une bonne objectivité, avec des objectifs bien définis, moi ça ne m'arrange aucunement, au contraire, c'est de la manière. Ok, l'idée c'est de passer par exemple, le rappel, tout le monde a besoin de rappel.
Ben, nous, on va par exemple, lors d'un rappel, mettre une diversion, quelqu'un qui arrive en vélo, ou une mobilette, ou ça peut être, mais vraiment, c'est hyper varié, quoi. Je veux dire, il y a tout à travailler. C'est ce qui est intéressant, c'est infini, en fait. En fait, moi, je suis toujours en train, enfin, là, maintenant, après, j'ai pris l'habitude, donc fatalement, et comme je juge aussi la discipline, ben, on crée des parcours. Après, les gens pensent que l'OB Jump, c'est uniquement de l'obstacle. Absolument pas. Ce n'est pas que de l'obstacle. Hein, parce que dans OB Jump, on entend OB et Jump. Donc, mais par exemple, OB, ben, c'est pour l'obéissance, donc éducation, obéissance, exercices divers. Et le Jump, effectivement, c'est aussi une partie ludique, mais aussi une partie où on va intégrer dedans des obstacles, mais pas uniquement pour jouer. Ça peut aussi, on fait de la proprioception, par exemple, quelque part. Ouais. Par exemple, j'ai travaillé pas mal de chiens de décombres, etc., etc. Bon, ben, par exemple, au Jump, dans le jumping, il y a aussi des fois des exercices de proprioception qui s'apparentent au décombres, où on fait passer des chiens sur des poutres, sur des scies, sur des là, sur des grilles en fer. Je sais pas, encore une fois, c'est infini, quoi. On peut tout travailler, quoi. D'accord. Après, bon, les exercices courants, quoi, hein, à la base, déjà, ben, je vous dis, après, marche au pied, rappel, puis après, il y a des exercices, je dirais, divers, comme les rapports d'objets, les choses comme ça, qui sont, on dirait, peut-être plus des trikes, mais là aussi, ben, pareil, on y met plein de diversions, qu'elles soient humaines ou autres, ou même alimentaires, enfin, c'est vraiment infini, c'est super varié. Ok, en fait, je pense que l'idée à travers ça, qui est assez intéressante à comprendre, c'est une notion peut-être aussi de généralisation. C'est-à-dire que sur, voilà, typiquement le rappel, bon bah d'accord, si on est sur un terrain d'éducation, le chien a l'habitude, il est à telle distance sans pas bouger ou en libre, peu importe, on le rappelle, il revient, bon d'accord, c'est une version du rappel finalement. Parce que derrière, il va y avoir le rappel avec quelqu'un qui joue au ballon à côté, le rappel avec des friandises sur le chemin, le rappel avec quelqu'un qui fait un coup de sifflet sur le terrain d'à côté, le rappel avec, en fait, on n'est pas de face, mais on est de dos au chien, le rappel avec, on utilise vachement de mots, pas beaucoup de mots, de la motivation, pas beaucoup de motivation, etc. etc. Le rappel avec un obstacle entre nous et le chien, enfin voilà. Je pense que voilà, c'est vraiment super complet, quoi. On travaille l'émotivité des chiens, on travaille tout en fait. Hein. Bah, d'ailleurs, dans les exercices de bed jump, par exemple le brevet, ce qu'on appelle le brevet, nous on appelle ça l'open. Dans les concours d'obéissance, ils appellent ça le brevet. Le premier exercice, c'est présentation, sociabilité, émotivité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on regarde déjà que le chien il soit sociable et équilibré ou pas. Et s'il ne l'est pas, c'est pas très grave non plus. Hein, parce qu'en bed jump, en concours, le maître, il est jugé, le chien est jugé. Donc on juge aussi surtout le comportement du conducteur, du chien, par rapport à ce qu'il ferait dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a un chien agressif, par exemple, qui n'en a pas trop conscience, ben on va lui expliquer qu'il vaut mieux qu'il en ait conscience, même, parce que les gens qui viennent en face de lui pour lui demander un renseignement, lui demander le nom d'une rue, tu viens pas pour te faire bouffer par un chien, quoi. Maintenant, si le gars est intelligent, il va te dire, écoutez, monsieur, restez à votre place ou restez à 2-3 mètres, parce que mon chien, il est peut-être pas, voilà, il n'a peut-être pas non plus envie qu'on rentre dans sa zone de confort, donc voilà, mais ça aussi on le prend en compte. Bon, évidemment que en concours on perd un peu de points, mais au moins on n'a pas zéro, quoi. C'est aussi une grosse différence. La discipline est souple pour le chien, pour le conducteur, et on axe quand même le travail beaucoup sur le travail du chien, quoi. On axe tout sur le travail du chien, quoi. Donc il faut quand même que les gens ils aient conscience que dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui est facile. Moi j'y suis confronté tous les jours, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Hein. Je le vois ici dans ce petit village à Lidandodon, il y a énormément de chiens en liberté en permanence. Et de gens qui lâchent encore leurs chiens comme s'ils étaient en pleine campagne, quoi. Et moi je me balade avec mes chiens et des fois je me retrouve souvent avec des chiens derrière moi ou devant. Il faut que mes chiens restent au pied, il faut que mes chiens écoutent, quoi. Donc en fait on est toujours confronté à ce genre de problème, et l'OB Jump ça sert un petit peu à ça aussi, quoi. Ok. Et moi c'était un de mes objectifs, quoi. Ça marche. Du coup, on a vu que tu nous expliquais que le côté comment dire, accessible de la discipline, avec ce côté un peu fun et tout ça, sur les obstacles et notamment sur les exercices, rendait la discipline assez accessible. Maintenant, tu as quand même ce côté compétiteur que tu nous as expliqué au tout début qui revient, parce que tu as récemment, c'est ça, lancé des championnats. Oui, là c'était la 3e année, donc le 17 octobre,
on a réussi à faire notre 3e championnat de France et Coupe de France, puisqu'il y a les deux qui sont liés. On fait une Coupe de France et un championnat de France. Et ouais, je suis content parce que au départ, c'était pas gagné. Hein, parce que moi, au départ, j'avais pas fait ça pour ça. Au départ, au Belgium, c'était même pas prévu que ça existe parce que ça a été un coup de chance, on va dire. Une amie qui a mis une vidéo sur Facebook qui a été vue par les animaux de la 8. Et voilà, puis après ça s'est enchaîné, ils sont venus filmer. Et puis moi, au départ, je savais même pas ni comment l'appeler, ni rien. Et puis voilà, après, la chance a fait que, tout le reste a fait que c'est devenu ce que c'est devenu. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et puis bon, moi, comme j'avais quand même une trentaine d'années de métier, je me suis dit, si ça peut servir en plus à d'autres gens, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Et là, effectivement, cette année, c'était le 3e championnat de France. Bon, c'est une affaire qui marche. Bon, on n'est pas super nombreux, hein, mais bon, c'est une jeune discipline. Hein. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans. Parce que j'ai dû le faire, je crois, en 2010, en 2011. Exactement, et les concours ont démarré, je dirais, plutôt en 2015, 2014-2015, parce que moi j'étais encore en compétition avec mes chiens à cette époque-là, et j'ai arrêté la compétition justement pour pouvoir mettre en place le jump et un peu plus, je dirais, concrètement. Ok. Ce qui est intéressant aussi, ce que je vois dans la discipline, c'est que j'ai plusieurs connaissances qui en pratiquent déjà et qui en proposent en tant qu'éducateur. Et aussi finalement, comme j'ai l'impression que tu te déplaces pas mal pour faire des formations ou des stages, ce qui est une des raisons pour lesquelles on fait ce live ce soir et qu'on n'a pas pu le faire avant notamment. C'est vrai, ouais. Donc tu formes en fait un peu partout en France, quoi. Je vais partout, là où on me demande, hein, c'est-à-dire que voilà, j'essaie d'aller là où les gens souhaitent que je vienne. Je fais des journées découvertes d'abord. En général, ça se passe sur un samedi, dimanche. Puis ensuite, les gens font leur petit train. Puis après, souvent, je leur demande. Il y en a qui font des formations professionnelles aussi. Enfin, pas des formations, c'est des stages, je dirais, des stages d'éducateurs, quoi. Hein. D'accord. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, où on travaille les techniques, on travaille pas mal de choses. Ça, c'est intéressant pour les pros parce que du coup, ça leur amène un petit peu plus d'eau à leur moulin et de connaissances diverses sur certains domaines. Après, comme je dis, les gens, il faut qu'ils adaptent à eux-mêmes et à leurs clients, à leurs besoins. Hein. J'ai pas la science infuse, je suis pas bon, mais il faut que les gens s'en servent en fonction de leur clientèle, quoi, surtout. Pour les pros, je parle. Hein. Après, les amateurs, c'est un autre côté. Je fais aussi des journées découvertes pour des clubs, je dirais, qui sont non SCC, puisque la discipline n'est pas reconnue. Encore que j'ai des clubs SCC qui m'appellent et on le fait autrement, hein, pour ne pas faire d'histoire. Ouais. Donc du coup, c'est encore une fois. Ça serait un objectif. Ça serait un objectif pour toi de faire reconnaître la discipline par la SCC ? Absolument pas, parce que je dirais que j'en ai pas spécialement l'utilité. Et puis, en général, je tends jamais la deuxième joue quand on me met une fif. Donc, donc ça, c'est un côté que non. Je préfère. C'est pour ça que j'ai créé l'association française Open Jump, justement. Et on n'a pas besoin de qui que ce soit. On fait notre bonhomme de chemin. Moi, d'un côté, je suis professionnel. Donc, du coup, voilà, ça me va très bien comme ça. Après, je cherche pas à être connu mondialement. Si ça marche, tant mieux. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. J'essaye d'aider les gens à ma manière, avec ce que j'ai créé. Il y a des gens qui s'appellent, il y a des gens qui s'appellent pas. Comme je dis, chacun fait à sa façon. Hein. Okay. Je vais aussi en Belgique, je vais aussi en Suisse. Voilà, et là, bon, c'est vrai qu'avec ces temps-ci, c'est un peu compliqué, bien sûr. Bon, je vous cache pas que ça fait quand même 3-4 ans hein, que je tourne un petit peu partout. Donc, ça me plaît évidemment parce que j'aime bien voyager, j'aime tout ça, mais bon, après ça coûte beaucoup d'argent aussi, c'est des frais. Donc à un moment donné, je vais pas pouvoir continuer trop longtemps à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai remonté un centre canin. Et comme je dis, des gens qui souhaiteront, je mettrai en place des stages de perfectionnement, des stages d'éducateurs, que j'ai déjà commencé d'ailleurs sur une semaine. Et après, les gens se déplaceront, puis viendront chez moi directement pour se faire former, hein, comme ils le font ailleurs ou autre. Hein, donc il y aura toujours moyen, pour qu'il en soit, d'être formé dans la discipline ou en tant que pro ou en tant qu'amateur. Ok. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça a été un déclencheur, hein, quand même. Ça a été un déclencheur, le fait que je me déplace.
Ouais, c'est sûr. Bah, ça permet d'ouvrir un peu les possibilités sur des gens qui ont peut-être plus de mal à se déplacer, ou en tout cas, si le stage réunit aussi plusieurs personnes, ben forcément, ça a de l'utilité derrière pour les gens, ouais, c'est clair. Ça leur facilite la démarche. Quand on est 5 ou 6, ou un peu plus en stage, ben, ça permet de travailler les chiens des gens déjà, et de faire tourner, quoi. C'est clair. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions en tant que pro ou en tant qu'amateur. Si vous avez des questions dans le chat, alors j'ai eu un petit retour. Voilà, petite erreur de son. Moi je les vois pas. Non, parce que de toute façon ça fonctionne pas correctement, donc là toi tu ne l'auras pas, mais moi j'ai le retour directement que sur Facebook pour le coup, même si on est sur YouTube et sur Twitch aussi. Ce soir ça sera chat que Facebook, donc Facebook voilà, sera privilégié devant les plateformes. Super, et du coup plus récemment j'ai l'impression de ce que je connais, tu veux lancer aussi, développer l'OB Flair? Oui, alors l'OB Flair c'est pareil, c'est un mélange de jeu olfactif, il y a un petit peu de tout dedans, bon j'ai rien inventé de spécial, mais c'était un petit peu la boucle de tout ce que j'ai fait. J'aime beaucoup tout ce qui est recherche, pistage, recherche de personnes, etc., que ce soit en décombres, que ce soit en surface, etc. Et puis bon, ça va bien aussi avec l'OB Jump, puisqu'en OB Jump on a des exercices de flair aussi, hein, de rapport d'objets, de choses comme ça. Donc du coup on fait que ce soit en loisir une fois de plus ou en compétition, ben, il y aura un petit peu d'OB Flair. Et je mettrai dedans aussi des exercices de recherche de personnes que je travaille déjà, hein. Je fais déjà de la recherche avec des clients, avec des gens. Ça permet de bien détendre le chien, c'est encore autre chose, ça donne un autre apprentissage, une autre connaissance du chien, et les gens, souvent, grâce à l'OB Flair, redécouvrent aussi encore leur chien sur d'autres choses. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a bien plu de remettre en place, de continuer du moins. Et voilà quoi, donc comme je dis, la boucle est bouclée. J'ai fait les deux disciplines qui se confondent et qui peuvent se détacher, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Ça marche. Si vous avez des questions sur les disciplines que Jean-Claude a mis en place, développé et détaillé un petit peu, n'hésitez pas dans le chat. On peut passer aussi un petit peu sur le côté éducation, si tu veux nous parler un peu d'éducation, comme tu as quand même une petite expérience, tu as dû voir passer quelques chiens et quelques manières d'aborder le chien. Ouais, je les compte plus trop, hein, depuis 1990. Ouais, je suis passé un petit peu partout, donc que ce soit de l'éducation, rééducation, etc. Après, c'est pas que c'est plus trop ma tasse de thé, mais c'est vrai que bon, si j'ai créé l'OB Jump, c'était justement aussi pour voir autre chose, pour faire d'autres choses. Mais bon, comme tout éducateur canin, on ne se refait pas, hein. Et puis bon, j'aime bien aussi aider les gens, donc effectivement, j'ai actuellement des chiens en éducation, hein, comme un jeune berger allemand de 9 mois, Pyros, que je vais essayer de travailler le mieux possible. Là, par exemple, je vais travailler moi en direct le chien, c'est-à-dire que le maître va pas trop le travailler. Ce sont des gens quand même d'un certain âge, et c'est un chien qui quand même est assez costaud, par exemple. Donc là, par exemple, je vais faire ce que j'appelle pas de la pension éducation, mais presque, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher le chien, ou la maîtresse m'amène le chien, et c'est moi qui travaille le chien, c'est-à-dire que je me mets à ma main pour que les plus faciles par la suite. Par exemple, vous voyez, je prépare le chien, lui donner les bases essentielles, et après, j'adapterai les séances une fois que le chien aura compris ce qu'on lui demande en fonction des mots, etc. Parce que, par exemple, c'est pas facile pour des gens qui ont pas l'habitude, qui savent pas faire. Donc là, par exemple, voilà, là, c'est une méthode. Je prépare le chien moi-même, comme si c'était un mien, quoi, et après, j'adapte la cliente avec son chien, je lui explique comment faire, etc. Mais le chien, lui, déjà, aura une bonne base, quoi. Ouais. Et après, à l'inverse, il y a d'autres clients où je les fais pratiquer eux. Pour moi, j'ai pas d'étiquette là-dessus, hein, c'est-à-dire que tu t'adaptes en fonction de la situation. Complètement. Je suis un adaptabiliste à 200%. Moi, D'accord. C'est comme dans les techniques et méthodes, j'ai pas je veux dire, même au niveau du matériel, je me sers de tout ce qui est possible, de tout ce qui est surtout, de tout ce qui va me permettre de réussir, quoi.
j'ai pas en fonction de mon expérience, quoi, je me sers de ce que je sais, quoi. D'accord. Aussi bien dans les techniques que dans les méthodes. Il y a Vincent Barré qui te fait des éloges dans le chat avec un message sympa pour toi. Excellent éducateur et rééducateur canin, mais quelqu'un de très humain. Aussi quelqu'un de très humain. Merci Vincent pour ton message à Jean-Claude. Un éducateur belge qui a été formé aussi en Belgique, hein, effectivement. Voilà. Merci, bonjour Vincent. Dans les prestations que tu proposes, du coup, en éducation, si on essaye de détailler un petit peu ça, tu fonctionnes, tu as cité le mot pension éducation. Alors là, j'ai bien compris que c'était particulier à cette situation-là, mais qu'est-ce que tu proposes, toi, derrière, globalement sur l'éducation? Est-ce que tu restes sur plutôt du domicile, toujours du cours particulier, du cours collectif, de la pension éducation, de la pension tout court peut-être même? Il y en a parfois qui lient les deux, où tu restes principalement sur du cours particulier. Une fois de plus, j'ai pas de... comment dire... je fais en fonction du client, de son besoin, de ses envies, et après je m'adapte. Et après, voilà, moi je lui donne mon avis. Et si j'ai des gens qui préfèrent que je vienne à domicile, ben, je fais tout à domicile. Si j'ai des gens qui peuvent venir chez moi, je les fais venir chez moi, et voire même des fois on fait les deux. Une fois de plus encore, j'ai pas de problème avec ça. Je m'adapte en fonction des gens, de leurs besoins. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que dans le milieu de l'éducation, on ne sait plus travailler à l'année comme on faisait à l'époque. Moi, comme je dis, ça fait 30 ans de métier. À l'époque, on ne se posait pas autant de questions que maintenant. Aujourd'hui, il faut aller vite et bien. Et pour moi, vite et bien, ça va ensemble. Donc, faire des miracles en 10 leçons, moi, je ne sais pas faire. Je vois qu'il y a des éducateurs qui font. Moi, je leur tire au chapeau parce que moi, je voudrais bien voir les chiens et les gens 6 mois après, quand ils n'ont plus de contact avec l'éducateur. Moi, je dis c'est impossible d'avoir un chien entre guillemets éduqué ou un maître qui a compris comment fonctionne son chien. Alors après, voilà, c'est ma vision des choses. Hein. Je dirais pour avoir les bases, hein, déjà rien que des bases saines. Quand on sait le temps qu'on y passe nous avec nos chiens et le résultat que l'on a, je me dis comment font les éducateurs aujourd'hui en travaillant en 5 et 10 leçons, quoi. Ouais. Ou alors c'est moi qui réponds à la vie, quoi. Et voilà, après, bon, ben, je suis parfois obligé de faire comme tout le monde, hein, mais par exemple, j'essaye le plus possible d'avoir des gens le plus longtemps possible. Alors certes, il y a une histoire de coût, il y a une histoire d'argent, évidemment, toujours pareil, mais pour moi, ça enlève de la crédibilité au métier et ça enlève de la qualité, quoi. Ouais. C'est ma vision des choses, hein, c'est uniquement ma vision et je sais que beaucoup aujourd'hui travaillent à la leçon. C'est sûr, c'est ce que moi je préfère gagner moins mais faire des forfaits à l'année et être sûr d'avoir des gens au bout d'un an qui ont un chien éduqué entre guillemets, qui eux comprennent et que ben, après ils continuent ou ils continuent pas et après il n'y a peut-être plus besoin de continuer. Il y a des gens qui après savent faire d'eux-mêmes parce que justement on y a passé du temps, etc. Mais c'est pour ça que j'ai pas de... Non, après je fais soit du domicile, soit chez moi ou des stages ou des choses comme ça, mais voilà, encore une fois je m'adapte. Okay. Salut à Claudine qui nous rejoint dans le chat. J'espère que tu vas bien, Claudine. Est-ce que tu peux nous donner du coup un peu ton approche sur, on va dire, une éducation de base? Alors, ça veut un peu trop rien dire, hein, une éducation de base, mais juste pour avoir une idée justement en termes temporels, comment tu envisages les choses sur, voilà, on va dire un jeune chien qui va avoir quelques petits troubles du comportement, mais pas non plus des choses trop ancrées ou trop difficiles à travailler. Est-ce que tu aurais une idée du timing un petit peu? Est-ce que toi tu vises, dans ce que tu nous dis, en 5 ou 10 leçons, tu trouves ça court? Est-ce que pour toi du coup on raisonne en termes de mois, d'années, on raisonne en termes de nombre de séances? Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? C'est-à-dire que tu proposes un forfait à l'année, c'est ça? Ou tu vas avoir un cours par semaine, ou comment ça se passe? Disons que je propose de tout, hein, toujours pareil, comme je disais, soit à l'année, soit à la séance, mais tout dépend du problème, tout dépend des problèmes rencontrés. Un chiot, là par exemple, je viens de rentrer un berger allemand, je lui ai fait un forfait à l'année, parce que encore une fois, ce sont des gens d'un certain âge, même assez âgés. Bon, mais là, il y a plus que du taf, quoi. Je veux dire, et c'est des gens qui ont eu des chiens, mais avoir des chiens, ça veut rien dire. Hein. Ouais, bien sûr. Chaque chien est différent, chaque chien a son caractère, chaque chien, voilà.
Après, si c'est pour faire, je sais pas moi, effectivement, de la rééducation, bon, ben là, ça va dépendre du problème. Déjà de connaître les causes et de savoir comment on va appliquer. Donc c'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est pas particulier en fonction de la situation. Ça dépend du chien, de la race, ça dépend de la relation qu'ont les gens avec leur chien. Ça aussi, c'est pareil. C'est super difficile de répondre et de dire. Et du coup, en direction, je peux régler. Non, ouais, c'est trop difficile. Face à ces problématiques, tu as plutôt tendance dans ton approche à essayer d'estimer au démarrage la chose ou en discutant avec les propriétaires, en voyant le chien sur une conversation. Tu essaies d'estimer ça là-dessus ou tu te dis bon, on verra au coup par coup, on va dire. Moi, je discute beaucoup d'abord avec les gens. J'essaie de comprendre leur objectif, de savoir ce qu'ils ont besoin. En règle générale, à 90%, ils ont tous le même besoin. Ils pensent avoir un problème, mais en fait, ils n'ont pas de problème. Le chien, lui, a rarement des problèmes, à part sur des cas précis, évidemment. Mais après, en termes d'éducation, les chiens n'ont pas de problème. C'est les gens qui ne savent pas faire, c'est les gens qui ne s'adaptent pas, c'est les gens qui ne connaissent pas le chien, etc., etc. Donc déjà, j'essaie de travailler ça, de leur expliquer ce que c'est qu'un chien, comment il fonctionne, comment lui, il les voit, et comment eux doivent s'adapter en fonction de leurs besoins, de leur façon de vivre. Ça, c'est déjà un premier point. Et là, déjà, on a déjà fait beaucoup de travail. Déjà, rien que pour ça, on a déjà dépassé les 10-15 leçons pour expliquer aux gens, je sais pas moi, que le chien ne doit pas monter sur le lit, et leur expliquer telle raison, leur dire qu'il faut mettre des règles, leur prouver, leur montrer, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps. Et après, il y a un travail de fond à faire. Mais le travail de fond, il se fait dans le temps. Il se fait pas en 5 leçons. Ben, moi, c'est mon avis. Hein. Okay. Moi, je ne sais pas travailler dans cette leçon. Après, évidemment, si je travaille une problématique, on ne travaille que la problématique. Mais comme à côté de ça, il y a plein de paramètres qui font peut-être que la problématique est due à d'autres paramètres, moi, je ne vois pas comment on fait autrement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, je dirais le nouveau monde de l'éducation canine. Ouais. Je te rejoins un petit peu sur l'approche, on va dire, globale de l'éducation du chien, dans le sens où c'est très fréquent dans ma situation, je trouve. Alors peut-être que je retiens trop ces situations-là, mais d'être appelé pour une question, un problème en particulier, et puis en fait, finalement, il faut approcher la chose globalement. Et donc finalement, on va traiter la manière de vivre qu'ont les gens avec leurs chiens et tous les apprentissages qui peuvent en découler. Parce que si c'est juste mon chien il fait des bêtises quand je suis pas là, d'accord, ça c'est la problématique principale que les gens retiennent. Mais en fait, si à côté pendant les promenades il tire en laisse, si à côté il est pas sociable avec les humains, avec les congénères, avec tout ça, il peut avoir d'autres soucis. C'est vrai que l'approche globale reste celle à privilégier, même s'il il m'arrive très rarement d'avoir des situations où effectivement il y a presque entre guillemets qu'un seul élément qui bloque, qu'une seule problématique. Mais ça reste exceptionnel, on va dire. C'est l'exception qui va confirmer la règle, pour dire ça. Bon, après je dirais que le monde du chien, il a pas tant changé que ça depuis 30 ans. À l'époque, c'était déjà comme ça. Hein. J'étais moniteur de club, je me souviens, dans le Tarn. Et les gens m'appelaient la semaine pour me dire est-ce que vous pourriez venir à la maison, parce que en fait le chien il travaille bien sur le terrain, mais à la maison il coûte rien. Mm-hmm. Et déjà à l'époque, il y a 30 ans, je faisais déjà du domicile. Hein. Ouais. Donc effectivement, je me rendais compte que le chien sur le terrain, pourtant je comprenais pas, c'était un super chien, il écoutait super bien. Et puis sorti du portail, le chien il avait compris qu'il pouvait faire ce qu'il voulait parce que les gens ne savaient pas s'adapter. Et aujourd'hui, on n'a pas trop changé à ce niveau-là. Hein. Alors il y a d'autres problématiques qui se sont greffées pour différentes raisons de nos jours, parce qu'il y a déjà de nouvelles races. Avant, on n'avait pas les mêmes chiens qu'aujourd'hui. Du moins, c'était différent. Hein. Alors en termes de rééducation, aujourd'hui, on a d'autres problématiques qui n'existaient pas avant. Hein. Avant, les problématiques, c'était le chien du facteur, le chien qui bouffait le facteur, c'était le chien de ferme qui ceci, qui cela. Enfin, aujourd'hui, c'est différent, mais je dirais les causes sont toujours les mêmes. Hein. C'est l'humain, hein, pour moi. C'est l'humain qui n'est peut-être pas assez renseigné, c'est l'humain qui a beaucoup, je dirais, d'a priori, d'idées reçues. Et moi, je fais un énorme travail là-dessus, hein, sur les gens. Et surtout, je leur dis la réalité est ce que je pense, et non pas ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est sûr que ça passe certainement pas avec tout le monde, mais moi, j'ai ma conscience tranquille. Je dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, je leur dis la réalité des choses, qu'un chien est un chien, c'est pas un humain. Et j'essaye
d'éviter l'anthropomorphisme le plus possible. D'accord. Dans la théorie, quoi, je parle. Hein. Ouais. Oui, là, par exemple, le petit BA que j'ai de 2 mois et demi, ben, ça fait 4 leçons que je fais avec les gens de la théorie. J'ai même pas touché le chien pour l'instant, je l'observe, je leur explique pourquoi je l'observe et pourquoi je le touche pas pour l'instant. On fait de la théorie, beaucoup. Et en 4-5 leçons, ben, ils ont déjà mis des règles, ils ont mis des choses en place, et du coup, ben, le chien mordit plus les pieds, etc., etc. Il va plus embêter l'autre congénère à la gamelle. C'est toutes des choses qu'on a mis en place qui vont faire que plus tard, ça va m'aider. Mais je dis bien plus tard. Mais plus tard, c'est dans combien de temps, je ne sais pas. Ouais. Toujours pareil, ça va dépendre du besoin des gens et de à quel moment ils vont vouloir s'arrêter. Mais là, déjà, on en a pour un an. Donc, je veux dire, je vais faire un travail sur un an. Ouais. Je prends une réflexion de Claudine dans le chat qui nous dit partant du principe que chaque chien est un individu à part entière, on veut 100% d'obéissance au lieu de se remettre en cause. Tu as raison, JC qu'elle t'appelle par tes initiales. Alors c'est un sujet important, je pense. Je pense pas qu'on puisse approcher ce sujet-là avec beaucoup de concret entre guillemets, mais l'idée c'est un peu de se dire à quel point c'est aux humains de s'adapter au mode de vie du chien et à quel point c'est au chien de s'adapter au mode de vie de l'humain. J'ai l'impression que c'est un peu le même débat que est-ce qu'on doit travailler sur l'humain ou est-ce qu'on doit travailler sur le chien. Et en fait, pour moi, c'est un équilibre des deux, effectivement, hein, où chaque situation va demander plus d'efforts d'un côté ou de l'autre, dépendamment de la situation ou des capacités de chacun. Mais comment tu abordes ce sujet-là est-ce que c'est plutôt à l'humain de s'adapter au fonctionnement du chien? Est-ce que c'est plutôt au chien de s'adapter au fonctionnement de l'humain? Moi, je dis 70-30, c'est-à-dire 70% l'humain et 30% le chien. D'accord. C'est-à-dire que moi, je travaille à 70% sur l'humain, en théorie et en pratique. Ouais. Et à 30% sur le chien. Parce que le chien, lui, c'est pareil, c'est un adaptabiliste. Le chien, c'est un observateur. 24 heures sur 24, il observe ses maîtres. Voire même son éducateur, d'ailleurs. Parce que même nous, après, il nous connaît par cœur et il sait même comment faire avec nous. Et oui, oui. Si on n'y prend pas garde, on se fait même nous avoir et piéger aussi. Donc pour moi, c'est plus l'humain qui doit faire l'effort de comprendre le chien que l'inverse. Malgré que les deux se font, hein, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais pour moi, le ratio, c'est 70-30. C'est-à-dire que moi, je travaille plus à 70% sur le maître et 30% sur le chien. D'accord. Son avis, pour te donner le retour, c'est 90-10 de son côté. Donc, ah oui, oui, on n'a pas. Ouais, après, ouais, bon. Oui, ça va chacun. 80-20, hein, je répète 80-20 aussi, mais dans la réalité, je travaille plus en théorie sur le maître en expliquant le pourquoi du comment, comment fonctionne un chien, comment un chien lit l'humain, comment l'humain doit s'adapter en fonction de l'animal, etc., etc. Mettre des règles, mettre ceci, mettre cela, voilà, et le chien il s'adapte. Le chien il a compris que s'il veut manger, dormir, être tranquille, aller faire son pipi caca, ben il faut qu'il fasse ce qu'on lui explique, peut-être pas ce qu'on lui impose entre guillemets, mais voilà, le chien il n'est pas idiot et il sait très bien que s'il fait ce qu'il faut, ben, il va avoir sa gamelle le soir, etc., etc., hein, donc on travaille beaucoup quand même sur l'instinct primaire de l'animal aussi, quoi, hein. Ouais. Après, moi aussi, j'avais l'habitude d'entendre un petit peu cette même approche, et je me suis fait surprendre quand même sur quelques situations où finalement l'humain était presque au top, d'accord? C'est-à-dire que ses attitudes étaient plutôt bonnes, ses approches avec le chien étaient bonnes, l'émotionnel qu'il mettait dans sa relation avec le chien était bonne, les habitudes de vie, etc. étaient bonnes. Mais finalement il y avait quand même un problème avec le chien, quoi. Et donc ça m'est arrivé quand même d'avoir une situation où dis donc, en fait les propriétaires s'en sortent super bien parce qu'ils ont le bon feeling, les bonnes attitudes, les bonnes manières de faire et tout ça, mais non, il y a quelque chose, c'est le chien qui déconne quand même, quoi, entre guillemets. Oui, mais c'est toujours pareil, il y a toujours de l'exception et tout ça, ouais, c'est clair, mais c'est sûr. Après, dans l'idée, faut aussi penser, et donc c'est là où on vient au fait que est-ce que démocratiser entre guillemets le chien, c'est une si bonne chose que ça, parce que avoir un border collie en centre-ville et pouvoir respecter les besoins du chien, est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Ça, c'est aussi une grande question. Donc est-ce qu'il faut interdire les border collie en centre-ville?
ça peut être une autre question. C'est toujours un équilibre qui est pas évident à donner. On a aussi cette situation avec le chien d'appartement parfois, où on a tendance à se dire que le chien d'appartement il va être plus ou moins, enfin comment dire, ça va être beaucoup plus difficile de respecter ses besoins, etc. Et donc on a tendance à penser que le chien d'appartement va être moins heureux ou moins satisfait dans sa vie de chien qu'un chien qui aurait une maison avec jardin ou un terrain par exemple. Ça dépend une fois de plus de la vie des gens et de comment ils s'adaptent à leur chien. Regarde, moi je suis bien en appartement, mais je sors mes chiens entre 4 et 5 fois par jour. Ils ont des balades, ils ont ci, ils ont là, et pourtant on a un appartement. Là, tu vois, je suis ici avec vous, ils sont tranquilles en train de dormir, et après ce soir, même à 1h du matin, moi je sors dehors, je parle avec mes chiens, voilà. Donc en fait, mes chiens sont en permanence avec moi. Je n'ai pas la sensation qu'ils sont malheureux. Maintenant, évidemment, un chien qui reste 8 heures tout seul, déjà seul, s'il est seul, évidemment qu'il s'ennuie, évidemment qu'il n'est pas fait pour ça. Après, un chien qui pour autant vit sur 4000 mètres carrés tout seul dans son jardin, mettez une vidéo et vous allez voir que le chien, il bouge pas du pas de la porte. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que son maître y rentre. Il a besoin d'interaction, il a besoin de soit de congénère ou de lui-même. Ouais. Donc moi, je ne suis pas persuadé qu'un chien d'appartement soit plus triste ou malheureux dès l'instant où le maître il fait ce qu'il faut, dès l'instant où le maître est avec lui, etc. Après, c'est une question d'habitude aussi. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, ça se pose le problème parce que les gens, ils bossent, ils ont tous des chiens, et aujourd'hui, on a beaucoup plus de chiens qu'avant. Hein. Avant, il n'y avait pas trop de chiens dans les villes. Maintenant, c'était plus dans les fermes, c'était plus dans les maisons isolées. Pourquoi? Parce que le chien, on s'en servait comme chien de garde, on s'en servait comme chien de chasse, etc. Aujourd'hui, on a des chiens de chasse qui sont en ville dans des appartements, on a des chiens de garde pareil. Effectivement, c'est ce qui a fait, c'est encore une fois l'humain qui a changé, je dirais, tout ça, mais pas spécialement à bon escient pour le chien. Maintenant, après, si les gens font ce qu'il faut, moi, j'y vois aucun problème. Je connais des chiens qui sont peut-être bien plus malheureux sur 4000 mètres carrés de terrain que des chiens qui sont en appartement 8 heures avec leur maître. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, Claudine nous dit qu'il y a moins de chiens qui déconnent que d'humains au final. Et je suis d'accord avec ça. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais te dire aussi tout à l'heure. Il y a des cas particuliers, évidemment. Des fois, tu vas faire tout ce qu'il faut. Même moi, ça m'est arrivé. Hein, si je peux te rassurer que des fois, il y a des comportements canins que j'arrive pas encore bien. Bon, après, quand tu as de l'expérience, tu dis, ah tiens, j'ai déjà eu ce cas-là, donc je vais travailler comme ça. Et puis des fois, tu sais pas pourquoi, tu n'as rien fait de spécial, et puis de nouveau ça marche. Le chien, c'est un petit peu, c'est comme c'est un peu comme un gosse quelque part qui travaille pas à l'école, puis tout d'un coup, tu lui proposes un truc où il te dit tiens, je voudrais bien faire ça, puis tu te rends compte qu'en fait, de nouveau, il devient bon en maths, en français, en machin, alors qu'il était nul. Parfois, il y a une technique qui se fait aussi, hein, puis après, parfois, il peut y avoir des chiens effectivement qui présentent des troubles divers. Hein. Je suppose que ça doit exister, soit par maladie, soit par ci, soit par là. Hein. Parfois, ça m'est arrivé moi, de voir des chiens qui faisaient pas des exercices, tout simplement parce qu'ils avaient mal. Mais sûrement, il te le dit pas, le chien, tu parles pas le chien. Donc, si tu le remarques pas, si tu le vois pas, tu peux pas le savoir. Et c'est l'observation qui fait que tu vas te rendre compte que le chien n'est pas comme d'habitude. Et puis après, tu entends le maître qui te dit ah ben oui, ce matin, il s'est pris la chaise sur la tête. Et puis après, tu vois, c'est un exemple. Hein, et puis tu te rends compte effectivement que le chien il a l'œil qui est borné et je sais pas, ou une patte qui lui fait mal et du coup il fait pas l'exercice comme d'habitude. Tout est possible. C'est pas toujours le chien qui est en faute, hein. C'est pas on le même des fois, hein, mais. Ouais, c'est clair. Et on nous dit qu'on leur demande souvent plus que ce qu'on demande à un humain. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. C'est plutôt vrai, c'est vrai. Toujours à mes élèves, si je vous demandais autant que ce que vous demandez de votre chien, on se fâcherait souvent. C'est clair. J'en connais une qui, si elle m'écoute. Puis après, il y a aussi la clarté dans la communication aussi, hein, parce que souvent les gens demandent beaucoup de choses à leur chien. Leur chien pourrait faire ça, quoi. Hein, je veux dire, pourrait satisfaire leurs demandes, mais comme ils le demandent pas correctement, le chien il comprend pas qu'on lui demande un truc en fait. Et ça, c'est justement dans la communication avec le chien où on rentre pour avoir une communication claire. Et c'est aussi notre boulot comme tu dis, pour avoir de la clarté, il faut avoir des connaissances. Il faut être capable de. C'est un petit peu comme un mécanicien qui est mécano voiture et puis que sa voiture c'est une vraie poubelle, quoi. À un moment donné, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Je veux dire, donc le problème c'est que les gens ont des chiens, mais ils connaissent pas le chien. Donc tant mieux pour nous les éducateurs, ça nous fait travailler, mais ça règle pas le problème du chien. Parce qu'au final, quand toi tu as fait ton taf, 6 mois, 1 an après, tu revois les gens. Alors il y en a, je dirais,
qui vont s'en sortir parce qu'ils ont bien compris, et puis, etc., et puis bon, ils vont faire ce qu'il faut, etc., etc. Et il y en a beaucoup, 80%, qui retournent en arrière, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'étais jamais passé les voir, quoi. Ouais. Parce que les gens n'ont pas conscience, que c'est un animal, qu'il a des besoins, et qu'il faut que eux fassent ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Comme je dis aux gens, un chiot comprend plus vite qu'un enfant de 3 ans ou de 4 ans, puisque je veux dire, la vie de l'homme elle est plus longue, et la vie du chiot, du chien, elle est plus courte, donc fatalement, ça va beaucoup plus vite au départ. Et pour moi, le plus important, c'est la première année du chien. C'est là où il se façonne. Après, le reste, c'est... pour moi, le plus important, c'est les 12 premiers mois du chien. Avec toutes les phases qui vont avec, évidemment, qu'on ne va pas décrire, sinon on en a pour 6 mois. Mais c'est là que les gens ils font leur chien. J'ai une cliente, là, Monique, avec Pyros, elle l'a vite compris. Elle est venue me voir, le chien avait 9 mois. Je lui ai dit, quel dommage qu'on ne se soit pas vu quand il avait 3 mois. Parce qu'en fait, le chien, il a tout compris de sa maîtresse. Avec moi, aujourd'hui, maintenant, il a compris qui je suis, il a compris qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais avec sa maîtresse, il se permet. Donc tout ça, ça va être un autre travail. Et là, le chien, aussi, c'est différent. On va le prendre, il a 2 mois et demi. Là, tout de suite, on met tout ce qu'il faut en place de manière à ce que ça n'arrive pas. Pour justement préparer l'avenir. Ouais. C'est pour ça que j'essaye, moi, dans mon métier, dans ma façon de fonctionner, de garder les gens le plus longtemps possible, voire même des fois, ça devient des amis, des fois ça devient, voilà, parce que je suis un passionné et je ne fais pas ça que pour le fric, quoi. C'est sûr. Sur le maintien du lien, sur le maintien du lien, c'est quelque chose d'extrêmement important, effectivement. Après, il y a diverses manières de le faire. Je pense notamment aussi que, par exemple, les activités d'OB-Jump peuvent être une manière d'entretenir le lien, de continuer à voir la personne, son chien, comment elle évolue à la fois dans la discipline, mais de toute façon elle parlera de potentiels problèmes à côté s'il y a des soucis sur d'autres sujets. Moi j'ai développé aussi tout ce qui va être balade canine, socialisation ou ce genre d'activités qui vont en fait effectivement entretenir la relation avec le propriétaire, avec le chien, pour assurer la continuité du travail, parce que c'est vrai que faire son programme d'éducation et puis merci, au revoir, c'est quand même assez rare que ça maintienne sur le long terme, comme tu dis, les modifications faites, si les modifications ont fonctionné. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important de poursuivre cela. Bon, après, comme je dis, je peux comprendre les éducateurs, il faut qu'ils vivent. Donc aujourd'hui, on est passé à une autre façon de fonctionner, qui moi me déroute un peu, je dirais, pour le bien des gens. Après, je dis pas, parce qu'on ne peut pas faire des miracles, quoi. Donc c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui me choque un petit peu, dans le sens que voilà, j'ai jamais su trop travailler comme ça. Ça m'arrive des fois de faire 10 leçons et que les gens ne les revoient pas. Mais je sais très bien que le résultat n'est pas au bout non plus. Parce que les gens ils pensent que ça y est, le chien il s'assoit, il se couche, c'est ce que je voulais, merci, au revoir. Mais comme on dit tout à l'heure, il y a un chat qui traverse la route, est-ce que ton chien va pas se barrer dessus? Est-ce que si tu l'appelles, est-ce qu'il revient? Il risque de se faire écraser. Je sais pas. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être revoir un petit peu les façons de faire. Ou c'est peut-être moi qui me trompe, mais donc effectivement, on dit avec l'OB-Jump, l'avantage, ou de faire d'autres activités comme tu fais, ça permet effectivement de garder un lien avec les gens et de continuer à travailler le chien, de les reprendre s'il y a besoin, de leur dire rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, tatati tatata. Et ça, oui, c'est une bonne chose. C'est pour ça que ce soit l'OB-Jump pour des flares, les promenades, ceci, de cela, c'est une bonne chose à mon avis de pouvoir regarder les gens et de continuer à les voir le plus longtemps possible. C'est clair. Je reviens sur ce que tu viens de dire juste avant, comme quoi tu penses que la première année de vie du chien est la plus importante pour son bon développement. Il y a Bilena qui nous dit le respect c'est pas en 10 leçons. Ça me fait sourire. Oui, tu dis les 12 premiers mois du chien c'est les plus importants pour son évolution et sa vie de chien adulte plus tard. Et je trouve, alors c'est peut-être une tendance que moi je me fais, mais d'après quelques personnes qui ont un petit peu d'expérience dans le métier avec qui j'en ai discuté, la tendance a l'air d'être quand même à venir à l'éducation de plus en plus tôt. Ce qui est relativement un avantage pour une éducation plutôt plus sereine, on va dire, par rapport à avant. Alors je ne sais pas si le temps est un critère important là-dedans, mais simplement pour dire, pour généraliser, en gros, avant on avait tendance à attendre que le problème vienne pour aller voir quelqu'un.
Tandis que maintenant, on a plutôt tendance à faire le déclic pour les propriétaires de chiens que, ben voilà, ils ont accueilli leur chiot, ils ont adopté un jeune chien d'une association, d'un refuge ou de n'importe où. Voilà, le chien est jeune et ils font la démarche d'aller voir un éducateur canin. Est-ce que tu as aperçu un petit peu cette démarche-là ou pas du tout sur ton expérience? Pas vraiment? Non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui font le nécessaire très tôt, ben, comme tu vois, ben, je dis les gens là que je viens d'avoir. Après, il y en a d'autres qui attendent, qui se rendent compte à 12 mois que le chien, ça va pas, et d'autres. Après, toujours pareil, hein, un chien qui vient d'un refuge ou autre, là, bon, tu peux pas faire autrement. Mais je n'ai pas vu de changement à ce niveau-là. Je dirais même que non, à ce niveau-là, de mon côté, j'ai pas vu ça. Je me suis pas rendu compte, si tu veux, que les gens s'y prenaient de plus en plus tôt. D'accord. Alors peut-être que c'est dû au fait par rapport aux éleveurs qui font peut-être leur travail, etc., et qui préconisent. Ben là, c'était un petit peu le cas pour moi là ces derniers temps. C'est un éleveur de berger allemand qui me connaissait depuis une vingtaine d'années, qui a vu que j'étais dans la région, qui tout de suite m'a appelé parce qu'il avait des chiots à vendre et qu'il avait des clients qui allaient avoir besoin. Et il a fait le nécessaire. Donc, du coup, le gars, il a bien fait son travail, pas spécialement pour moi, mais il aurait vu quelqu'un d'autre, c'était pareil. Mais lui-même a fait le nécessaire. Il a préconisé aux gens un éducateur canin. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça change, hein, mais moi, je m'en rends pas compte spécialement parce que, bon, comme je dis, l'éducation de base, du fait que je fais de l'obé jump, je fais beaucoup plus de formation d'éducateur canin en ce moment, ou de journées découvertes et tout ça, donc je suis plus trop sur le circuit de l'éducation canine. J'ai quelques clients comme ça, et puis ici je viens d'arriver sur la région de l'Île-en-Delon, dans le 31, donc j'ai pas trop encore mis mes marques et tout ça, mais non, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé à ce niveau-là, fait du moins de ce que je ressens, quoi. Ça marche. Je dirais les idées reçues et tout le reste existent toujours, et à mon avis c'est pas près de. Donc même dans les manières de faire des gens, des particuliers, je pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Peut-être qu'il y en a qui ont pris plus conscience que d'autres, hein, et que ça change les choses. Peut-être notamment aussi grâce aux réseaux sociaux, peut-être que les gens du coup échangent plus et qui se rendent compte qu'il faut s'y prendre plus tôt. C'est possible, mais moi je m'en rends pas compte spécialement. Ouais, je peux embrayer sur cette question des réseaux sociaux. Est-ce que tu pilule bleue ou pilule rouge, les réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que c'est bénéfique parce que ça apporte justement une première vision de l'éducation ou des conseils basiques et universels pour l'éducation canine, et du coup les gens, comme c'est de l'information qui est très accessible, peuvent rapidement se plonger dedans et donc approfondir par ailleurs s'ils veulent, et au moins se rendre compte que l'éducateur canin ça existe, ils peuvent en trouver pas loin de chez eux, etc., etc. Ou alors de l'autre côté, parce que ça m'arrive aussi en clientèle, notamment sur des propriétaires de chiots en particulier, des gens qui sont finalement perdus parmi la jungle des réseaux sociaux, sur tous les conseils qui se contredisent, qui vont pas dans le même sens, qui sont tous les deux bons, mais si on les fait en même temps ça marche pas, si on fait que l'un et pas l'autre alors ça marche pas non plus. Enfin bon, tu vois un petit peu l'idée. Je pense qu'il y a cette balance un peu là-dedans qui est pas évidente à trancher, quoi, hein. Ça fait les deux à mon avis. Tu as répondu à la question. En fait, les gens se noient parmi les réseaux sociaux, ne savent pas qui est un bon pro ou un mauvais pro ou ceci ou cela. Et puis d'ailleurs, comment on peut juger un bon ou un mauvais pro? Moi, les bons ou les mauvais pros. Non, ouais, enfin, je voulais pas dire sur le bon ou mauvais pro, je voulais dire sur les conseils en fait qui peuvent être donnés. Sur les conseils, oui, mais c'est pareil. Je veux dire, les gens ils se noient, ils entendent une méthode ceci, une méthode cela, un truc comme ça, un autre ceci, cela. Moi, comme je dis, il n'y a rien de tel que le terrain, quoi. Autour de chez vous, il y a des éducateurs. Soit vous les faites venir, soit ils vont chez eux, et en fonction de la personne, il faut. Le courant passe ou il passe pas. Moi, ça aussi, ça m'arrive des fois de refuser les clients, mais même très souvent d'ailleurs, parce que aujourd'hui, en 30 ans de métier, j'ai plus envie de m'ennuyer avec certaines catégories de gens. Quand rien qu'au téléphone déjà, quand la personne commence à me demander trop de choses, je dis écoutez, pensez pas qu'il serait peut-être mieux qu'on se voie quand même avant de commencer à parler de ci et de là, voire même d'argent. Combien que ça coûte, je sais pas, monsieur. C'est tout, voilà, c'est pareil pour les réseaux sociaux, les gens, on peut pas leur en vouloir. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un moyen de se faire connaître, donc je vais pas cracher dans la soupe. Maintenant, après, pour aider les gens, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'ils vont regarder des vidéos? C'est pareil, une vidéo, on peut faire ce qu'on veut sur une vidéo. Hein.
Donc les réseaux sociaux, ça a du bon comme ça peut avoir du mauvais. Mais moi, c'est pas sur les réseaux sociaux que j'éduque un chien, quoi. C'est sur mon terrain ou chez les gens. Et il faut que les gens comprennent ça. Enfin, je vois pas d'autre solution. Ça peut servir de tremplin, mais ça s'arrête là, quoi. On peut... Même pour moi, je suis pas mal de groupes, pas mal de ci, pas mal de là, et de gens connus, mais je regarde des vidéos. Mais parce que j'ai la chance d'avoir je dirais l'expérience que j'ai, je sais tout de suite ce qui a été fait avant et ce qui va être fait après. Mais quelqu'un qui connaît rien, il voit que du feu. Donc, comme je dis, c'est le mieux, c'est le terrain, c'est d'aller voir des professionnels ou des gens qui savent faire, voire même des clubs. Il y a des clubs, SCC ou pas, qui travaillent très très bien. Il y en a qui travaillent très mal, mais il y en a qui travaillent très très bien. Moi, je dénigre personne d'un instant où c'est bien fait. Mais les réseaux sociaux, ouais, ça peut avoir du bon comme du mauvais. C'est comme pour tout. Ok. À mon avis. Il y a Laurent qui nous dit, à ton avis, sur 100 chiens, combien ont vu un éducateur canin ou un club? Eh bien, il faudrait faire une stat ou un sondage. Alors, ça dépend quel sondage évidemment, mais ça serait intéressant d'avoir une idée sur cette question-là. Ouais, j'avoue qu'en termes statistiques, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a Annie qui nous dit 25, Biliana plutôt 2 ou 3 selon Claudine, 2 ou 3% ou 25%. Ça doit être assez varié quand même. Aujourd'hui, je pense que les gens aujourd'hui ont pris conscience quand même. Toujours pareil. Est-ce que c'est des gens de la ville? Est-ce que c'est des gens de la campagne? Est-ce que c'est voilà? Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Moi, je vois ici, il y a eu des éducateurs canins. Il y a des gens il y a plein de gens qui ont des chiens, mais combien j'ai eu d'appels? Allez, sur 300 chiens, j'ai peut-être 5 ou 7 ou 10 appels maxi. Ouais. Bon, c'est un petit village, mais il y a un paquet de chiens, quoi. Et je me dis, mais à quel moment ils vont m'appeler les gens? Ils savent que je suis là, parce que je veux dire, je mets des pubs partout, etc. Ben, ça bouge pas, parce que c'est des gens de la campagne, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils vont au boulot, ils ont leur border collie qui est dans le jardin, ils ennuient le voisin la journée, mais ils s'en foutent, c'est pas un problème, ils sont pas là, ils sont au travail. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont les chiens lâchés dans la rue, ils sortent le matin, ils lâchent le chien, ils rentrent le soir, ils le rentrent. Voilà. Ici, par exemple, on va dire qu'il y en a un sur 50 alors, qui va faire de l'éducation. Ouais. Après, si on va en ville, ben évidemment, le ratio est plus important, je pense. J'espère. Et heureusement, sûrement, parce que le besoin en ville est peut-être plus important en termes d'éducation qu'à la campagne, selon le contexte, quoi. C'est vrai. Ouais, ça dépend du contexte, ça dépend. Après, bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de quoi faire, hein, parce qu'il y a un éducateur canin tous les 2 kilomètres, donc je crois qu'il y a peut-être presque plus d'éducateurs canins que de besoin. Après, voilà, chacun. Ok, il y a Cassia, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui veut lancer sur le sujet du permis de détention d'un chien. C'est de plus en plus en discussion et c'est ressorti un petit peu plus récemment. Est-ce que tu as un avis sur cette question? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou auquel tu as réfléchi? J'ai un avis par la force des choses, puisque j'ai été sollicité dans les années 99, quand la loi est sortie pour les chiens de catégorie et tout ça. Après, on remarquera qu'en Suisse, ils en sont revenus, parce qu'ils l'ont eu fait et puis ils l'ont abandonné. Je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'il faut peut-être plus former les gens, les particuliers, leur expliquer ce que c'est qu'un chien, comment il fonctionne. Et effectivement, parce que le permis de détention, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je suis capable d'avoir un chihuahua, de le maintenir. Est-ce que demain, parce que je vais avoir un berger, je vais être de nouveau capable? Ça dépend du chien, ça dépend de son caractère, ça dépend de la vie des gens. Ça encore, c'est un truc à prendre du pognon sur les gens, et c'est pas dit que ça fonctionne. Parce qu'un permis de détention, c'est un petit peu comme un permis de conduire. Hein. Est-ce que je voudrais voir si sur 100% de gens, si on repassait tous le permis aujourd'hui, combien de nouveau l'auraient? Ouais. Je parle permis voiture, d'accord? Pour moi, le chien, c'est un peu pareil, quoi. Les gens, ils vont avoir leur permis de détention, super, ils savent faire. Maintenant, est-ce que pour autant, ils vont respecter les règles? Est-ce que pour autant, ils vont savoir faire quand ils vont avoir un nouveau chien ou une race autre, avec des problématiques, etc. Je ne suis pas certain. Moi, je ne pense pas que le problème, il soit là. Je pense que le problème, il est sur l'information en général, sur ce qu'est un chien et comment il fonctionne, et on doit aider les gens à ce niveau-là plus
Ouais. Faire de la pub, expliquer qu'un chien, c'est un avis. Après, c'est là où je rebondis là-dessus. En fait, l'idée, pour en avoir parlé un petit peu avec Cassia aussi, c'est que ce permis-là pourrait justement faire cet apport de connaissances. D'accord, on est bien d'accord que l'objectif de cette idée de permis, elle est dans, ça certifie entre guillemets que vous savez un peu comment ça marche un chien, quoi. Et c'est un peu cette idée-là que ça doit donner. Un peu dans l'esprit du permis de détention des chiens de catégorie, quoi, on va dire, sur une espèce de formation, après, pour moi, etc., quoi. Bon, c'est l'idée qu'il y a derrière, parce que l'idée est toujours de s'assurer que les potentiels propriétaires de chiens aient des connaissances minimum requises pour pouvoir détenir un animal. C'est un peu le sujet. Donc, est-ce qu'on se doit de contrôler ça ou pas, et est-ce que l'État se doit de contrôler ça ou pas? C'est un peu l'enjeu du problème, quoi, on va dire. Moi, je suis pas pour, parce que je veux dire, c'est très réducteur, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des gens, beaucoup de gens, n'ont que pour eux leur chien, et que moi, je me verrais pas, admettons, refuser un permis de détention à une personne qui, je sais pas, je trouve ça un petit peu réducteur, quoi. Je veux dire, et puis c'est encore un truc à faire une pompe à fric, et puis encore, qui c'est qui va donner les permis? Qui Ouais, il y a plein de détails techniques évidemment à développer. C'est pour ça que c'est sûr. C'est bien beau, mais c'est encore qui? Ça va être la SCC, ça va être encore un certain groupuscule de gens, ça va être des gens très connus qui vont en retirer quelque chose pour eux. Non, je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens ce qu'est un chien. Peut-être mettre en place des formations gratuites par l'État, j'en sais rien, pas des formations, mais des journées de sensibilisation, des choses comme ça, plutôt que de créer un réel permis. Je te dis, en Suisse, ils en sont revenus, et puis qui dit que de même parce que tu as le permis de détention, tu vas suivre les règles. Regardez les chiens de catégorie, il y en a certains ou certaines qui n'ont pas suivi les règles, et même aujourd'hui encore, on en trouve, même 10 ans après, 15 ans après, donc ça change pas grand-chose à mon avis. Okay. Ça a été un coup d'épée dans l'eau, ce qu'ils ont fait. Ouais. Il y a tellement de problèmes à régler au niveau du chien, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau des protections animales, que ce soit au niveau de là. Ah, on a perdu Jean-Claude. Ça va revenir. Je pense que moi je suis encore en live à mon avis. Mais on a une petite coupure. Ok. Tac. Ok, bon bah voilà, notre petite coupure, il la fallait bien. On revient. Je rappelle Jean-Claude. Yes, merci dans le chat pour le petit retour. De retour, impeccable. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la campagne, mais c'est le charme de la campagne aussi, il n'y a pas de problème. Ça marchait super bien, pourtant on t'entend bien et tout nickel. Ouais. Et puis pour une fois, c'est pas moi non plus qui est bugué, quoi. Donc c'est pas grave, Joker. Oui, donc non, je pense que je sais pas, je suis pas persuadé que ce soit une bonne solution, un permis de détention. Je pense qu'il faut plutôt axer sur de l'information, de la sensibilisation, de faire des pubs télé pour plein de choses. On est capable de faire voilà. Et je pense que les gens, en plus, d'autant plus aujourd'hui avec notamment les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que c'est plus facile de sensibiliser les gens. Mais on en revient toujours au même problème, qui va le faire, et pourquoi, et ceci, et cela, et chacun veut s'attirer la couverture à soi. Donc, pourquoi qui croire plus l'un plus que l'autre, là aussi c'est une problématique. Ouais. Si on veut sensibiliser les gens, et qu'on parle, je dirais, d'étiquette, il y en a qui vont dire, nous on le voit comme ça, eux ils le voient comme ça, là encore, une fois de plus, c'est encore une difficulté, une problématique supplémentaire. C'est que les gens seront noyés, encore une fois, par ces choses, à mon avis. Donc c'est assez compliqué quand même de régler ce problème. D'accord.
Ouais, l'idée aussi de ce permis de détention, pour continuer un peu sur ce sujet-là, avec le commentaire de Cassia, c'est de limiter un peu les histoires d'achat impulsif. Voilà, ça peut être une idée encore qui rentre en compte. Bon. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a plein de choses à mettre en place avant ça. Hein. Ouais. Déjà d'interdire les ventes en animalerie, etc., etc. Et après, comme je dis, hein, elle a raison aussi dans un sens que s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Hein. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que la sensibilisation elle doit être axée sur des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des professionnels du chien, il y a des gens qui savent faire de l'élevage. Il y en a qui le font moins bien, évidemment, c'est comme dans tout, hein, de toute façon. Mais après, voilà, c'est difficile de régler ce problème-là. Rien que par un permis de détention, pour moi, c'est faut pas oublier que ça doit être une pièce du puzzle, hein, évidemment. C'est pas la coup de baguette magique, mais c'est peut-être une pièce du puzzle dans ce péché qu'il est là, quoi. Bon. Moi, j'y crois pas. Après, okay. Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a de la sensibilisation autre à faire avant tout. Un petit peu comme nous, on le fait dans notre métier. Hein. Je vois, moi, comme je dis aux gens ce que je pense, qu'il faut leur dire, mais pas ce qu'ils veulent entendre. C'est ma manière à moi de les sensibiliser. Après, il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui m'aiment pas, mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que je faisais, ce que je devais faire, à ma manière. C'est pas toujours ce qu'ils veulent entendre, hein, évidemment. Hein. Mais ceux qui veulent l'entendre, ben, ils vont au bout. C'est de la différence. Ça marche. Alors on pourrait continuer un peu dans le côté de législation avec l'énorme accessibilité de l'éducation canine en tant que professionnel. Et il y a quelques dizaines de minutes dans le chat, justement, on disait, Claudine nous disait, j'ai eu mon CCAD hier, je suis éducateur canin, sous forme de boutade. Qu'est-ce que tu penses de cette accessibilité-là, de ce métier pour les métiers du chien? Est-ce que ça nécessite encadrement? Est-ce que c'est bénéfique parce que du coup ça ramène plein de gens qui potentiellement ne seraient pas lancés dans cet élément-là, dans ce domaine-là? Je dirais que les bons continuent. Si j'ai un avis, je dirais que les bons continueront à être bons, les autres s'élimineront d'eux-mêmes. Donc c'est pas un document qui va faire qu'une personne elle est capable ou efficace, c'est son expérience. Donc moi à l'époque, il n'y avait rien qui existait. On était moniteur de club dans un premier temps. Moi pour ma part j'étais maître chien de sécurité. Et quand on connaît le niveau parfois, c'est pas évident. Après, moi j'ai voulu me former, j'ai fait en sorte j'ai été à droite à gauche, j'ai fait différentes disciplines, j'ai touché à tout. Et j'ai jamais eu de diplôme dans le milieu canin, moi. J'ai juste à part la cassette là qu'il le fallait parce que voilà, mais jusqu'en je sais plus quand est-ce que ça a apparu ce truc là, en 2005, non, c'est comme ça je crois. Ah, j'ai pas la date en tête parce qu'en plus ça a changé de jour et tout ça. Mais ouais, alors moi j'avais arrêté 3-4 ans ce métier-là. Et quand je suis revenu, que j'ai recommencé en 2007-2008, j'ai appris qu'il fallait passer un truc. Bon, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai été faire les 3 jours, ça m'a fait sourire. Mais voilà, mais après, je suis pas persuadé, là, encore une fois, qu'il faut avoir des diplômes de ci, de là pour être meilleur que les autres. Moi, je pense que chacun se forme à sa manière et chacun a ses convictions pour y arriver. Comme je dis, les bons, ils continuent, les autres, ils s'en vont. Ouais. Après, on peut comprendre la problématique, soit pour le métier ou alors pour les chiens, que de se retrouver face à quelqu'un qui a peut-être pas la formation nécessaire ou suffisante pour assurer une prestation décente, qu'on va dire. Et donc, voilà quoi, des soucis avec les chiens qui peuvent en subvenir et tout ça, suite à ce manque de formation et cette trop grande accessibilité du métier. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est possible qu'il ait raison, c'est possible que d'encadrer plus le métier serait bénéfique. Ça réduirait, je dirais, peut-être certaines choses à ce niveau-là. Maintenant, après, voilà, c'est difficile de juger un éducateur canin. Un éducateur canin, quand il est passionné, c'est souvent un métier passion que l'on a. Hein, c'est pas encore un métier, c'est pas un métier comme un autre. Faut dire ce qui est. Donc c'est délicat. Les gens qui viennent à faire ce métier-là, c'est parce qu'ils aiment les chiens en général au départ. Et après, voilà, ils essaient il y a plein de corps de métier dans le métier canin.
Donc c'est difficile d'encadrer la profession, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en place un cursus obligatoire. Et on retombe sur la même idée que qui encadre ça, qu'est-ce qui est dispensé comme formation, etc. C'est ça, j'ai entendu qu'il y avait que le BEPA canin qui était valable. Je suis désolé, j'ai eu des gens j'ai vu des gens qui sortaient d'un BEPA canin, de Mortarny au PRH, de Gramma, de ci, de là. Quand tu leur demandes de faire une démonstration avec leur chien, ils peuvent pas, hein, parce que leur propre chien à eux, il fonctionne pas. Donc comment ces gens-là, ils peuvent apprendre quelque chose à quelqu'un, quoi, quand eux-mêmes avec leur chien, ils n'y arrivent pas. Donc ça non plus, ça veut rien dire. Je pense que c'est les gens qui se forment d'eux-mêmes, c'est les gens qui doivent aller chercher les idées, aller chercher les techniques, les méthodes. Il ne faut pas rester derrière sur son canapé à regarder Facebook et des vidéos d'un tel ou d'un tel. Hein. C'est sur le terrain avec ton chien et sur tes clients. Et on apprend au fur et à mesure que plus on passe de chien et plus on apprend. Et c'est une réelle remise en question permanente. Moi encore aujourd'hui, je me remets en question tous les jours avec tous les gens que j'ai, mes élèves, les clients. En permanence, je suis en remise en question. Parce que sinon, on n'avance pas. Sinon, on reste sur des acquis. Et les acquis, ça ne fait pas toujours tout. Hein. Donc, je ne sais pas si un encadrement plus poussé serait bénéfique. C'est possible, je ne suis pas certain. Je pense que là, encore une fois, il faut que les gens prennent conscience. Il y a des gens qui sont faits pour un métier et d'autres pas. Ouais. C'est pas péjoratif, hein. Chacun dans le milieu canin, il y a plein de métiers. Hein. Aujourd'hui, il y a même des métiers qui se sont réinventés. Hein. Moi, je sais que à l'époque, j'avais créé le dog sitting, la garde animaux de domicile. Sur Toulouse, j'étais un des premiers à le faire. Bon, ben, aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout. C'est devenu monnaie courante. Ben, après, tu vois, enfin, je sais pas, il y a plein de métiers dans le milieu canin, autres que l'éducation. Il y a des gens, de toute façon, ils le voient d'eux-mêmes qui sont pas capables. Quand ils ont affaire à des chiens réactifs, à des chiens ci, à des chiens là, à un moment donné, d'eux-mêmes, ils s'éliminent. Hein. C'est comme pour les prises de position, d'être positif, pas positif et machin. Hein. À un moment donné, si tu n'es pas complet, tu peux pas tout faire. Donc, pour être complet, il faut bouger, il faut bosser, il faut se remettre en question. Après, justement, l'idée derrière cette idée de certification, diplôme, ou en tout cas formation plus complète, etc., l'idée serait d'éviter que les gens aient à se casser les dents une première fois pour finalement se dire qu'ils arrêtent. Tu vois un peu le truc, la démarche, quoi. Ouais. Je pense que oui, ça peut défendre cette position-là, que la personne qui commence à suivre la formation arrive au chapitre chien réactif, chien agressif, peu importe, et se disent en fait c'est pas du tout pour moi. Donc soit elle va s'orienter sur une spécialisation qui peut être complètement en dehors de ça, et c'est très louable pour les gens qui disent moi, si votre chien est agressif ou quoi que ce soit, je prends pas, je suis pas compétent là-dedans et je me sens pas à l'aise là-dedans, et c'est super de pouvoir arriver à gérer ça, mais va trouver une autre spécialisation qui va être une discipline, qui va être ou un trouble du comportement plus précis en dehors de celui-là. Mais l'idée c'est d'arriver à limiter justement cette première bascule qu'il peut y avoir, en fait, où la personne va arriver sur un cas où elle peut potentiellement se blesser, où elle peut potentiellement faire du mal au chien, à l'humain, etc., quoi. Ouais, c'est pareil, c'est une histoire après, c'est un peu c'est une histoire de temps et c'est une histoire d'argent, ça aussi. Pour pouvoir se former, pour pouvoir connaître tout ce qui se fait dans le milieu canin en termes d'éducation, c'est hyper dur, compliqué et long. Donc c'est encore une fois dans le temps que les gens se forment. C'est pas en faisant des formations d'une semaine ou de 15 jours que ça y est, tu vas devenir champion de la rééducation et compagnie. Hein. Même pour moi, l'obé jump, c'est pas en venant faire une semaine de stage d'obé jump que ça y est, les gens ils savent tout faire en obé jump. C'est des aides, ça permet. Après, il faut que les gens, voilà, comme je dis, les bons ils continuent et les autres ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Mais à un moment donné, tu peux pas. Je dirais qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Hein. Donc, tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là, tout le monde n'est pas fait pour certains critères. Il y a des gens d'eux-mêmes qui vont comprendre que la rééducation, c'est pas leur domaine. Bon, ben c'est pas grave, ils peuvent être très bons dans d'autres choses. Hein. Quand des gens en arrivent à être super bons, entre guillemets, en éducation et à aider les gens dans leurs besoins, c'est-à-dire une marche au pied, un rappel et avoir une relation avec le chien, mais moi je dis déjà bravo. Hein. Après, le reste, voilà. Chacun se spécialise quelque part. C'est un métier où il y a énormément de spécialités.
Donc je sais pas. Et puis encore une fois, qui va prendre le risque ou va faire ce genre de formation Ouais, qui va parce que décider. dans ce sujet-là, ce qui est, on remarque qu'on a déjà du mal à regrouper, peut-être, à trouver on va dire un terrain d'entente de regroupement autour de la profession d'éducateur canin pour essayer de représenter un peu le métier. On a déjà du mal à faire ça. Maintenant, pour se mettre d'accord sur une trame globale de formation, c'est vrai que ça va être, c'est encore un autre travail, on va dire. Mais bien sûr, j'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, l'humain est tellement divisé, et chacun tire les couvertures à soi, donc c'est très compliqué de ce là. Mais dans un monde idéal, il y a moyen quand même d'offrir quelque chose qui fait voir plein d'outils, plein de techniques, plein de choses différentes, pour que les gens derrière piochent, prennent, et de la même manière que chacun fait les formations qu'il a envie de faire, va voir les personnes qu'il a envie de voir, va prendre des choses ou en laisser d'autres chez les personnes qu'il a envie de prendre ou laisser les éléments. Donc on pourrait aussi fournir la même chose, quoi. Mais il faudrait que les gens s'entendent un peu, les éducs s'entendent un peu sur le fait que l'autre il peut approcher le problème différemment, et puis c'est quand même pas grave, hein, on n'a juste pas la même vision du truc, mais on peut quand même l'exprimer sans problème, quoi. Mine de rien, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, je trouve que il y a quelque chose qui m'a surpris quand même. Il y a quand même une certaine entente entre éducateurs, moi je vois, je parle notamment pour le Jump aussi. Alors après, c'est vrai qu'on communique pas toujours, c'est des fois un peu un regret. Il y a des fois où on pourrait communiquer sur vidéo. Moi, je vois, il y en a certains qui le font. Moi, souvent, je participe. Moi, je donne des avis, des choses comme ça. Mais je vois quand même, il y a quand même certains groupes où il y a des échanges entre éducateurs ou entre pros et tout ça, ou entre sportifs. Donc je pense que de ce niveau-là, ça a quand même évolué quand même. Et ça, je pense que ça peut aider justement. Je pense à un groupe là, qui s'est créé il n'y a pas longtemps, amené par Philippe Roustan et Laurent Manu Libera, qui est les chiens d'abord, un peu comme ça. Oui, les chiens d'abord. Je vois qu'il y a des échanges, je vois qu'il y a des gens de tous bords qui ont le droit de poser des questions, qui savent ou qui savent pas. Et il y a des gens, des sportifs de haut niveau qui répondent, des autres moins de moins haut niveau, etc., etc. Mais je trouve ça super. Donc comme quoi, c'est possible d'échanger. Mais après, par rapport à ce que je pense que ça va être compliqué de mettre une trame en place, de mettre un cursus en place qui va faire que... Moi, ça, il y a déjà tout qui existe, hein, donc à ce niveau-là. Donc les gens qui veulent se former, les gens qui veulent savoir, je veux dire, il faut qu'ils bougent, il faut pas qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils aillent à droite, à gauche. Comme on a tous fait depuis voilà, enfin, moi pour ma part c'est comme ça que j'ai fait, hein, j'ai touché à tout, hein, comme je dis, c'est pour ça que je suis un touche à tout. Après des fois il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, et j'ai créé le B-Jump un petit peu pour ça aussi, hein, justement, hein, dans ce que j'aimais, c'est-à-dire l'éducation, l'agility, la recherche en décom, le ceci, le cela, etc., le mordant, enfin de moi les sports de prise, moi j'adore ça. Bon, malheureusement là aussi on se rend compte que ça va devenir de plus en plus compliqué. Tout va devenir interdit. C'est assez complexe. Je sais pas. Enfin, je pense que le monde du chien, malheureusement, comme tout le reste, ne va pas dans le bon sens. Mais... Ok. Magali qui nous dit qu'il y a bien d'autres métiers, même très diplômantes, où seul l'exercice sur le terrain décide si on peut réellement. Et c'est tout à fait vrai, ouais. J'y avais pas forcément pensé, mais ouais. Je suis bien d'accord. Mais là, c'est un métier passion, c'est pas un métier. Enfin, comment dire, et évidemment, pour être docteur, il faut passer faut voir certaines choses. Des métiers comme ça, évidemment, c'est plus important. Mais le métier du chien, c'est à part quand même. Ouais. C'est à part. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Pas tort non plus. Hein. C'est vrai qu'il y a des métiers où il faut et tant mieux, et heureusement d'ailleurs. Hein. Que sinon tout le monde pourrait être docteur ou ceci ou cela, non. Mais on le voit dans le métier de la sécurité, c'est pareil, hein, ils ont essayé de mettre en place des ci et des là, et ça n'a pas changé grand chose, hein, je pense non plus. Hein. Pourtant je suis été dans la sécurité pendant longtemps et je vois pas de différence entre il y a 25 ans et aujourd'hui. Et pourtant ils ont un CQP, ils ont un machin, ils ont un ci, ils ont un là, et je vois pas le niveau au plus bas, au plus haut, quoi. Je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que ça leur fait prendre de l'argent, parce que les gars qui veulent s'installer, ça leur coûte un bras. Mais au final, il faut le même métier que ce que nous, on faisait avant. Vous voyez, par exemple. Ouais. Ok. Pour mon âge, Claudine, 23 ans.
Voilà. Donc quand Jean-Claude dit qu'il a commencé dans les années 90, j'étais pas né en fait. C'est ça qui me fait sourire. C'est chouette d'avoir des jeunes qui démarrent. Moi, je suis pas contre. Après, comme je dis, voilà, il faut qu'ils se. Aujourd'hui, on a tout pour réussir dans l'éducation canine, hein, celui qui veut. Hein. Voilà, seulement il faut rester humble. Il faut aller voir à droite, à gauche, et se faire sa propre idée de ce qui se fait, parce que et puis se former soi-même, quoi. Je veux dire, il faut avoir sa propre identité surtout. Si je peux leur donner des conseils, c'est ça. Il faut avoir sa propre identité. Moi, je me suis fait ma propre identité grâce à l'Obejump, grâce à tout ça. Après, voilà, et dans l'éducation canine, comme j'ai dit, j'ai pas d'a priori. Si je dois utiliser, je sais que ça va en faire hurler peut-être certains, mais je m'en fous. Si je dois utiliser un collier chaînette, je le fais. Si je peux utiliser un collier plat, je le fais. Si je dois utiliser même le CE, je le fais. Dès l'instant où ça peut sauver le chien, dès l'instant où ça doit aider, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, voilà, à condition de savoir faire, c'est toujours pareil. Les outils, par exemple, s'ils sont bien utilisés, ne sont pas des mauvais outils. Ils sont de mauvais outils quand ils sont mal utilisés. Et c'est souvent le cas. Ouais, c'est pareil pour les techniques, c'est pareil pour les méthodes. La méthode Obejump, c'est pas grâce à l'Obejump qu'on va régler tous les problèmes des chiens. C'est pas vrai. Hein. Si les gens ne savent pas l'appliquer ou si les gens le font différemment, je pourrais rien y faire. Hein. Et pour donner une idée, je vois des fois des vidéos de gens, même que j'ai formés en Obejump, qui ne reproduisent pas ce que je leur ai appris ou quoi que ce soit. Et il y a des fois, moi, ça me met les boules parce que c'est pas ce que je leur ai expliqué, c'est pas ce que je leur ai montré. Mais ça, je peux rien y faire. Je peux rien y faire parce que je suis pas avec eux au moment où ils font la vidéo ou au moment d'eux. Donc c'est pareil pour tout le reste. C'est compliqué à gérer. C'est plus l'humain qui est compliqué à gérer qu'autre chose, quoi. Ouais. Ça marche. Ouais, je suis un peu dans l'utopie, Claudine. Ouais, non, c'est bien, c'est intéressant. Je suis un peu dans l'utopie, Claudine, c'est vrai, mais bon, on a de l'espoir. On a de l'espoir. Non, mais c'est vraiment, au contraire, il faut. Non, moi je suis plus que les jeunes ils se bougent et qu'au contraire, il n'y a pas de raison. Ouais. Parce qu'on a 23 ans que. Oui, non, mais c'est pour le. Je connais des gens qui ont 30 ans de métier qui sont très mauvais, hein, donc faut pas vous inquiéter, hein, il y a de tout. Hein. Oui, non, c'était dans le côté tout le monde peut se parler, on peut même si on n'est pas d'accord, on peut échanger, etc. Je pense plus que. Mais moi, je suis d'accord. Ou c'est dans créer une formation qui soit suffisamment éclectique, un programme qui soit suffisamment éclectique pour représenter un peu différentes approches qui peuvent y avoir du chien ou l'utilisation de différentes techniques et tout ça. Peut-être, Claudine, je te dis ça dans 2 ans. Je te dis ça dans 2 ans. Le problème, c'est encore une fois l'humain. C'est qu'on a chacun des idées différentes. Si on prend les problématiques des positifs et des non positifs, déjà là, on a tout compris, quoi. Rien que ça, déjà, qui va le faire et pourquoi ceci et pourquoi cela. Donc déjà, ça va être compliqué. Rien que pour ça, rien que pour ces paramètres-là. Il y a des gens qui vont pas être d'accord parce qu'ils sont d'un côté et d'autres de l'autre. Donc, comment on va pouvoir dire qu'un est meilleur que l'autre? Ouais, non, c'est sûr. Donc, moi, je pense que chacun doit se faire son expérience en fonction de ses convictions. Et après, s'il a la sensation de bien faire son travail et qu'effectivement, il a du résultat, il n'y a pas de secret, ça se saura. Et l'inverse se sait aussi, hein, croyez-moi. Hein. Quand on se loupe, on le sait plus vite que quand on fait du bien. Ouais. C'est clair. Super, écoute, le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. 1h30 d'émission. Écoute, si tu as un sujet sur lequel tu veux développer encore, on peut peut-être se développer encore un petit sujet et puis on conclura après là-dessus si tu as quelque chose qui te tient à cœur, sinon on peut regarder un peu avec là ce qui me tenait à cœur c'était par rapport à une amie éducanine qui avait lancé une pétition sur Facebook justement pour notre corps de métier en fonction de ce que vous savez, c'est-à-dire le Covid, etc. Donc moi je voulais s'il y a des gens qui pouvaient signer la pétition pour que ça fasse boule de neige. Ce serait bien pour elle parce que c'est une éducatrice qui est sur Bordeaux, qui peut-être n'est pas spécialement connue, mais qui a eu la bonne idée de le faire et qui va jusqu'au bout de ses convictions. Et pour moi, ça c'est louable.
Donc voilà, si je peux aider à ma manière Ça marche. Educani pour sa pétition, bon, elle est un peu partout maintenant, moi je l'ai partagé à droite à gauche. Donc voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas signé, qui ont comment dire, transféré, c'est ça sur Facebook, au lieu de transférer, signer là, ça serait plus important que de la partager, ouais. De la partager, ouais. Il faut la partager, mais il faut surtout la signer, parce que je pense que dans sa démarche est bonne, c'était louable, et si ça peut aider, comme pour les autres, voilà, c'est bon. Moi, je l'ai fait aussi pour les toiletteurs, je l'ai fait aussi pour tout ce qui me concerne. Je l'ai même fait aussi pour les magasins de proximité, etc., etc. Voilà, après, chacun ses convictions, je force personne, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, si on pouvait, si ça peut l'aider, écoute, voilà. Donc, ouais. Si Annie, je vois que tu es dans le chat, si tu veux mettre le lien, tu peux mettre le lien si tu veux en commentaire sans problème. Le lien pour signer, voilà. Impeccable. L'utopie d'hier est souvent la réalité d'un présent. Ah, ça c'est une belle phrase, Magali, merci, impeccable. Ah ouais. Nickel. Y a Tony qui nous dit que tes formations ne sont pas si chères, parce qu'il nous disait que les formations c'est super, hein, de se former c'est génial, mais souvent ça a un coût. C'est vrai que ça peut être assez onéreux. Les tiennes apparemment ne sont pas des plus chères. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement comment tu fonctionnes, s'il y a des gens qui seraient intéressés pour une formation au B-Jump par exemple, sur de l'éducateur principalement? Alors, pourquoi je suis pas cher? Ben, tout simplement parce que j'ai un principe dans la vie, c'est que l'OB Jump étant une discipline pour monsieur et madame tout le monde, je me dis que là aussi encore, si je peux former des gens qui n'ont pas les moyens, ben pour moi j'ai fait mon travail de passionné avant tout. Donc voilà, c'est une réponse. En fait, je cherche pas à gagner des millions par rapport à ce métier-là, parce que je veux dire, je préfère avoir 10 personnes, il y a une bêtise, à 450 € qu'en avoir 5 à 800. C'est une façon de faire. Je préfère, voilà, j'essaye à ma manière d'aider des gens qui peut-être ne viendraient pas ou peut-être ne se formeraient pas. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'essaye de rester dans des prix corrects. Tant que moi je m'y retrouve et que, voilà, bon, évidemment, hein, avec tout ce qui se passe, les frais, etc., j'essaie de rester dans les coups. Il y a des fois c'est difficile. Bien sûr. Mais je préfère, voilà, moi c'est ma façon de fonctionner. Je suis un passionné avant tout. Hein, je fais pas ce métier-là uniquement pour. Voilà. Après il y a des gens qui ont d'autres façons de fonctionner. Hein. Et si les gens sont intéressés, du coup ils te contactent directement sur Facebook par exemple, sur Messenger? Oui, sur Facebook ou en MP. Après, on met en place une date, etc., etc. D'accord. Soit pour des journées découvertes, des formations. Après, je vais mettre des formations en place, certainement sur le calendrier 2021 chez moi, comme je disais. Et une petite nouveauté, je vais créer, si tout se passe bien par rapport au Covid, je vais créer des cani-vacances à thème. C'est-à-dire que les gens pourront venir en vacances dans ma région. Je leur fais visiter notre belle région en plus, et ils pourront faire de l'OB-Jump, de l'OB-Flair, des balades canines, il y aura peut-être d'autres sujets, etc., etc. On va faire des animations sur une semaine, quoi, avec soit moyen de logement ou pas. Ça, c'est à mettre en place encore. Je suis encore pas sûr de. À ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est soit les gens ils trouveront un logement d'eux-mêmes, ou alors ils peuvent être en tente ou en camion sur le terrain. Enfin voilà, je vais créer ça parce que ça, c'est pareil, c'est une manière pour moi d'offrir aux gens des vacances avec en plus un objectif de stage ou de découverte ou autre. Voilà. Ouais. Soit avec des intervenants extérieurs que je ferai venir aussi, des gens que je connais, comme Audemillard par exemple, que tu auras prochainement sur une de tes émissions, ou des gens, voilà, le but c'est ça, c'est de faire venir des gens qui n'auraient peut-être pas eu l'idée, et en plus on est en vacances, donc c'est, voilà. Avec des nocturnes, avec de la recherche, avec plein de choses, quoi. Voilà. Ça marche. Donc oui, les gens peuvent nous contacter en MP ou autre. Impeccable. Après ou avec mon numéro de téléphone sur ma page, hein, parce que j'ai mon numéro qui apparaît en gros. Ok. Merci pour le lien de la pétition dans les commentaires, vous pourrez la retrouver là. Claudine nous demande ta région maintenant. Alors je suis dans la Haute-Garonne, 31 230, entre le Gers et la Haute-Garonne. Enfin, je suis c'est peut-être entre les deux. Pas si loin de chez Claudine, ça d'ailleurs. J'ai du mal à me situer par chez vous, mais
Ah, je sais pas. Bon, non, je vais pas me risquer sur ma géographie du sud-ouest. Entre Saint-Gaudens et Toulouse et Auch. Ouais, c'est peut-être plus. Ouais, ok. Ça marche. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cette émission, je pense. Alors, si t'as apprécié, écoute, pourquoi pas faire revenir les gens après une seconde fois, hein. Moi, ça me pose pas de problème. L'idée, c'est comme j'ai pas mal de gens que j'ai envie d'inviter, j'ai envie de faire participer un maximum de personnes différentes. Ça sera pas tout de suite, hein, pour nous laisser le plaisir de te retrouver une prochaine fois. Mais voilà, c'était très chouette comme émission. Un petit mot de conclusion peut-être pour finir sur une idée que tu as ou sur quelque chose. Bah écoute, moi surtout, je te remercie de m'avoir invité parce que voilà, c'est un super moment, effectivement. J'ai vraiment pas vu le temps passer, donc c'est cool. Ouais. Et voilà, c'était vraiment sympa. Et non, après, je n'ai pas de conclusion plus que ça, si ce n'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, chacun fasse ce qu'il faut pour soi et surtout faire attention à ce moment. Et puis voilà. Ça marche. Et de continuer. Quand on aime ce métier, il faut le faire en se formant le plus possible et en allant à droite, à gauche, justement, et en gardant ce qui intéresse et en laissant ce qui n'intéresse pas. Moi, c'est comme ça que je me suis formé, quoi, hein. J'observe, je regarde, je prends ce qui me va, je laisse ce qui me va pas, sans spécialement critiquer plus que ça. Voilà, quand ça va pas, je n'en parle plus, puis je fais à ma manière. Voilà. Je pense que les gens, il faut qu'ils se créent une identité, surtout les éducateurs. Voilà. Ça marche. Il y a Claudine qui dit que vous êtes à moins d'1 heure, alors vous allez peut-être pouvoir prendre contact, hein, qui sait, ça serait sympa de vous voir ensemble, ça peut être cool. Surtout quand on sait que quand on aime ça, moi j'ai des clients ou même des élèves qui font plus d'1h30 de route, hein, pour venir à l'éducation. Alors souvent, moi des fois je travaille aussi à la journée ou à la demi-journée. Hein. Ouais. Tu vois, ça aussi c'est encore une façon de fonctionner. Peut-être, voilà, parce que je pense pas qu'au pognon, une fois de plus. Moi je suis un passionné, je préfère passer une matinée ou une journée avec quelqu'un à travailler le chien. Bien sûr, on ne travaille pas le chien sur une journée entière, on va travailler 3-4 chiens. Mais voilà, moi je m'éclate avec 3-4 chiens, je fais venir 3-4 personnes en même temps, on passe une super journée, on mange même sur place. Et voilà, pour moi c'est ça la vie, c'est un ensemble de choses, quoi. C'est pas uniquement. Donc voilà, quoi. C'est encore une autre façon de fonctionner. Ça marche. Voilà. Ça reste du plaisir aussi. Ok, et ben merci beaucoup pour cet entretien, c'était chouette. Merci à toi, Hugo. De ce qui est de l'émission, on se retrouve jeudi prochain. Je vous annonce l'invité ce week-end ou lundi, on verra un petit peu selon les dispos. Si vous voulez retrouver, donc groupe de discussion sur Facebook, alors je suis pas très actif pour le moment, hein, comme d'hab, mais bon, peut-être que je lancerai des petits sujets d'ici là, on verra, surtout à propos de l'invité ou des sujets principaux desquels il peut discuter. Donc le groupe Facebook Radio Cabot, groupe de discussion sur Facebook. Et puis ensuite vous pouvez retrouver Jean-Claude donc sur Facebook principalement, j'imagine. Et derrière vous aurez le replay dès demain disponible sur YouTube. N'hésitez pas à partager l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Cabot. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, bye bye.